Entre la frontière du ciel et de l'enfer, il existe un lieu où même le vent hurle comme un avertissement aux hommes. C'est le K2, la montagne la plus impitoyable de la planète. Haute de 8611 mètres, deuxième sommet du monde après l'Everest, le K2 n'est pas seulement un défi pour les alpinistes, c'est un serment de fierté et de folie humaine. Dans le monde des sommets enneigés, on l'appelle d'un nom glacial, The Savage Mountain, la montagne sauvage. Ce nom n'est pas une exagération. Ses pentes se dressent comme des murs verticaux, le temps y change en 1 minute, les vents y atteignent plus de 200 km/h et le froid peut figer un corps vivant en quelques instants. Mais ce qui rend le K2 si terrifiant, ce n'est pas seulement la nature, c'est le prix du rêve de toucher le ciel. Sur l'Everest, environ 6 alpinistes meurent pour 100 réussites. Sur le K2, c'est presque 1 sur 4. Chaque pas est un pari avec la mort. Si l'Everest symbolise la gloire, alors le K2 incarne l'orgueil et la mort. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur, et chaque geste faux peut être le dernier. Pas d'hélicoptère de secours, pas de retour possible. Dans cette air trop mince, où l'oxygène n'atteint qu'un tiers de celui du niveau de la mer, l'homme ne combat pas la montagne, mais son propre souffle. Sur la route du sommet, tous les alpinistes doivent franchir une section maudite appelée le bottleneck, le goulet d'étranglement de la mort. À plus de 8200 mètres, des glaciers suspendus pendent au-dessus des têtes comme des épées de glace. Un seul frémissement et des tonnes de glace se détachent, ensevelissant tout sur leur passage. Des dizaines d'hommes et de femmes ont péri à cet endroit précis, leur corps gelés à jamais dans la neige éternelle, devenus les gardiens silencieux du K2. Depuis les années 1930, le K2 a pris la vie de plus de 90 alpinistes. Parmi eux, certains des plus grands noms de l'histoire de l'alpinisme. Chaque histoire n'est pas seulement une tragédie, mais un miroir de l'obsession humaine, celle d'atteindre le sommet, même si cela signifie ne jamais en redescendre. Sur le K2, la gloire et la mort marchent côte à côte. Certains sont morts écrasés par les avalanches, d'autres ont chuté dans le vide, et beaucoup ont succombé à l'épuisement ou à leur propre ambition. Mais tous partageaient la même conviction, il existe des sommets pour lesquels la vie mérite d'être risquée. Du pionnier américain resté prisonnier du froid en 1939 au porteur pakistanais abandonné dans le vent glacial de 2023, ces 6 récits forment les 6 cicatrices du K2. 6 histoires, 6 destins, et chacune d'elles nous rappelle une vérité immuable. Devant la majesté et la cruauté de la nature, l'homme n'est rien qu'un souffle perdu dans la neige. Dudley Wolfe, la tragédie du pionnier L'histoire du K2 commence par une tragédie. Avant les records, avant les équipements modernes et les secours en hélicoptère, il y eut un homme qui misa sa vie sur un rêve beaucoup trop grand pour son époque. Son nom était Dudley Wolfe, un aventurier américain fortuné, sans grande expérience de la haute montagne, mais animé d'un désir farouche, devenir l'un des premiers à vaincre le K2, la montagne que personne n'avait encore domptée. En 1939, l'expédition américaine du Karakoram, dirigée par Fritz Wissner, partit avec pour objectif de hisser le drapeau des États-Unis sur le 2e sommet le plus haut du monde. Le plan était audacieux, les moyens rudimentaires et le courage des hommes bien plus grands que leur connaissance. Wolfe, alors dans la quarantaine, n'était pas un alpiniste professionnel, mais il possédait l'esprit d'un pionnier et la conviction que la richesse ne pouvait pas acheter les limites, mais que la volonté pouvait les repousser. À mesure que l'équipe progressait dans les étendues glacées du Karakoram, la réalité du défi se fit sentir. Pas de carte précise, pas de communication, pas d'oxygène, seulement le froid, la neige et la solitude. Wolfe s'affaiblissait chaque jour, mais il ne se plaignait jamais. Ses compagnons de cordée racontèrent plus tard, il ne disait jamais qu'il était fatigué. Il restait silencieux et il continuait de grimper. À environ 7700 mètres d'altitude, Wolfe resta bloqué au camp 8, tandis que Wissner et le légendaire Sherpa Pasang Kikuli tentaient d'atteindre le sommet. Mais une violente tempête s'abattit sur la montagne. Le vent et la glace engloutirent tout. Seul, dans une petite tente au cœur du blizzard, Wolfe attendit leur retour pendant 7 jours et 7 nuits. Son souffle se figeait, ses vivres s'épuisaient, mais il gardait l'espoir qu'ils reviendraient. Quand Wissner fut contraint de redescendre, Wolfe était déjà trop faible pour bouger. 3 Sherpas, Pasang Kikuli, Pemba Norbu et Pasang Kitar, se lancèrent à sa rescousse. Aucun ne revint. Ils disparurent dans le vide, engloutis par la montagne.
Wolf resta seul, à plus de 7000 mètres d'altitude, entouré par un océan de glace. Finalement, il mourut d'épuisement et de froid, quelque part entre le ciel et la mort. On ne sait pas exactement quand il a rendu son dernier souffle, seulement qu'il a survécu au moins 6 jours dans la zone de la mort. Un exploit presque inimaginable pour l'époque. Ce n'est qu'en 2002, plus de 60 ans plus tard, que des alpinistes découvrirent ses restes sur le glacier Godwin-Austen, accompagnés de quelques objets personnels, un gant en cuir, une assiette métallique gravée du nom Wolf et des fragments de son ancien matériel d'alpinisme. Tout était presque intact, préservé dans la glace, comme si le temps lui-même avait décidé de le garder. Dudley Wolf n'a jamais atteint le sommet du K2, mais il est devenu le premier homme à y perdre la vie. Son histoire marqua le début d'une longue chronique de courage, d'erreur et de sacrifice. Au mémorial Gilkey, où sont gravés les noms des plus de 90 victimes du K2, son nom figure en premier. En dessous, une ligne vide, sans date, sans explication. Seulement le silence, comme un hommage à celui qui osa tout risquer pour montrer au monde que le K2 ne se laisse pas conquérir. C'est lui qui choisit ceux qui l'emportent. Tadeusz Piotrowski, la tragédie de la voie suicidée de 1986. En 1986, le K2 écrivit l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. Cet été, là, 2 Polonais, Tadeusz Piotrowski et Jerzy Kukuczka, légendes de l'alpinisme d'Europe de l'Est, décidèrent de tenter l'impensable, ouvrir une nouvelle voie sur la face sud du K2, une paroi de glace et de roches presque verticales, jamais gravie auparavant. Ils l'appelèrent Polish Line, la voie polonaise. Le monde, lui, la baptisa plus tard la voie du suicide. Piotrowski n'était pas un étranger face au danger. Né en 1940, il s'était déjà illustré dans des ascensions d'une extrême difficulté, notamment en alpinisme hivernal, où le vent, la glace et la solitude sont les seuls compagnons. Il avait survécu à des tempêtes dans l'Himalaya, bivouaqué à des températures de 40 degrés Celsius et affronté la mort plus d'une fois. Mais le K2 n'est pas une montagne comme les autres. Il ne demande pas seulement de la technique, mais une volonté d'acier, capable de résister à la peur et à la folie. Même les plus grands grimpeurs ont vacillé devant sa face sud, dressée comme un mur de cristal. Pendant plusieurs semaines, Piotrowski et Kukuczka progressèrent lentement, méthodiquement. Sans Sherpa, sans oxygène, seulement avec leur courage et une confiance absolue l'un envers l'autre. Mètre après mètre, ils taillèrent des marches dans la glace, plantèrent des pitons, hissèrent leurs cordes dans un vent qui cinglait comme des lames. À 8611 mètres, ils atteignirent enfin le sommet, la première ascension historique par la face sud du K2. Mais sur ce sommet, au lieu de la gloire, les attendait la mort. Kukuczka tenait encore debout, mais Piotrowski était à bout de force, ses mains engourdies, sa respiration haletante, sa vision brouillée par le froid. Sans nourriture, sans eau, sans oxygène, il ne restait qu'un choix, descendre ou mourir. Mais la voie qu'ils avaient ouverte à la montée s'était transformée en un enfer de glace sur le chemin du retour. Selon le témoignage de Kukuczka, ils s'arrêtèrent brièvement vers 7900 mètres pour se reposer. Piotrowski retira ses crampons pour les ajuster, ce fut son dernier geste. Une rafale de vent soudaine le fit glisser sur la pente gelée. Il tomba dans le vide sur plusieurs centaines de mètres, disparaissant dans la brume blanche. Kukuczka hurla son nom, mais seul le vent lui répondit. Le corps de Piotrowski ne fut jamais retrouvé. Depuis ce jour, personne n'a jamais tenté de répéter la Polish Line. Le légendaire alpiniste Reinhold Messner déclara plus tard à son sujet « Ce n'est pas une voie d'escalade, c'est un suicide ». Or, Piotrowski avait 46 ans lorsqu'il perdit la vie. Il laissa derrière lui une épouse, 2 enfants et un héritage immortel dans le monde de l'alpinisme. Pour ceux qui l'ont connu, Tadeusz n'était pas seulement un athlète, mais un symbole de l'esprit polonais. Celui d'un homme pour qui le courage comptait plus que la peur et le dépassement de soi plus que la survie. Aujourd'hui encore, lorsque les expéditions longent la face sud du K2, on peut apercevoir les traces rouillées de la Polish Line, des pitons rongés par le temps, des fragments de cordes à demi ensevelis dans la glace. Ils sont là comme un rappel silencieux. Il existe des chemins qui ne sont pas faits pour être conquis, mais pour montrer jusqu'où la volonté humaine peut aller avant de se dissoudre dans la tempête. La tragédie du K2 in 2008, le prix de l'ambition. Le matin du 1 août 2008, le soleil se leva sur le K2 dans une lumière pâle et glaciale.
Après des semaines d'attente à cause du mauvais temps, 10 expéditions venues de 6 pays différents décidèrent enfin de tenter le sommet. Le vent s'était calmé, le ciel était clair, tous croyaient que ce serait un jour historique, celui où des dizaines d'alpinistes atteindraient ensemble les 8611 mètres du deuxième sommet le plus haut du monde. Mais en moins de 24 heures, ce rêve se transforma en la pire catastrophe de l'histoire du quai 2. 11 personnes perdirent la vie, et le monde découvrit à quel point l'ambition humaine pouvait se briser face à l'indifférence de la montagne. Dès l'aube, des dizaines d'alpinistes se rassemblèrent sur la voie de l'éperon des Abruzzes, la plus empruntée du quai 2. Ils progressaient lentement à travers le redouté Bottleneck, un couloir étroit et raide situé sous un immense sérac, suspendu au-dessus d'eux, prêt à s'effondrer à tout moment. Les équipes de Norvège, de Corée du Sud, de France, de Serbie, du Népal et du Pakistan, accompagnés de leurs Sherpas, coopéraient pour fixer les cordes. Mais la coordination se dégrada rapidement, certaines cordes étaient manquantes, d'autres mal placées, et l'équipe de tête dut s'arrêter pour tout réajuster. Pendant ce temps, la température chutait, le vent se levait, et la neige se durcissait. Puis survint le premier drame. L'alpiniste serbe Dren Mandic tenta de dépasser la norvégienne Cecilie Skog sur un passage étroit. Il détacha brièvement sa corde pour changer de mousqueton, une erreur fatale. Mandic glissa et tomba de plus de 100 mètres, mourant sur le coup. Skog, choqué, échappa de peu à la chute. Lors de la tentative de récupération du corps, Jehan Beg, un porteur pakistanais d'altitude, chuta à son tour. 2 morts avant même la mi-journée. L'après-midi, plusieurs équipes atteignirent effectivement le sommet. Elles plantèrent leurs drapeaux, prirent des photos, le ciel était encore bleu, le vent presque calme. Mais la nuit tomba vite, et au-dessus de 8000 mètres, il n'y a plus de pitié. Lorsqu'ils entamèrent la descente, l'enfer se déchaîna. Vers 20 heures, un énorme sérac situé au-dessus du bottleneck s'effondra dans un fracas assourdissant. La montagne trembla, et la chute de glace emporta toutes les cordes fixes, le seul fil de vie des alpinistes sur cette pente inclinée à 80 degrés. Certains furent emportés immédiatement, dont Rolf Bay, le mari de Cecilie Skog. Les autres se retrouvèrent bloqués, à plus de 8000 mètres, dans l'obscurité, sans corde, sans issue. Les heures suivantes furent un cauchemar. Certains tentèrent de descendre dans la nuit noire, s'accrochant aux murs de glace avec leurs piolets. D'autres restèrent suspendus à des cordes rompues, épuisés. Plusieurs furent pris dans des avalanches et disparurent pour toujours. Quelques-uns essayèrent de se réfugier dans de petites grottes de glace, espérant l'aube, mais le froid à 30 degrés Celsius les emporta avant le lever du soleil. À l'aube du 2 août, le bottleneck ressemblait à un cimetière figé dans le temps. Des corps, des cordes, des morceaux d'équipement jonchaient la pente. Les secours montés depuis les camps inférieurs ne purent rien faire. 11 alpinistes avaient perdu la vie, venus de Norvège, de Corée du Sud, du Népal, de Serbie, de France et du Pakistan. Seule une poignée survécut, dont Cecilie Skog, la femme qui perdit son mari sur la même montagne qu'ils venaient de vaincre ensemble. Quand la neige fondit, on retrouva les cordes déchirées et les mousquetons brisés, témoins silencieux de cette folie humaine. La tragédie du K2 de 2008 demeure la plus grande leçon de l'alpinisme moderne. Entre la gloire et la survie, la frontière est aussi fine qu'une corde battue par le vent. Le K2 ne tue pas par colère, il tue par indifférence. Et cet été-là, il rappela au monde que, lorsque trop d'hommes tendent la main vers le ciel, parfois, c'est le ciel lui-même qui les repousse. Fredrik Eriksson, le rêve de skieur sur le K2 et la chute fatale de 2010, il y a des hommes faits pour gravir les montagnes et d'autres faits pour voler vers le bas. Pour Fredrik Eriksson, skieur extrême et alpiniste suédois, le K2 n'était pas seulement un sommet à conquérir, c'était un rêve ultime, devenir le premier homme à skier depuis le sommet du K2 jusqu'à sa base. Né en 1975 à Umeå, dans le nord enneigé de la Suède, Fredrik grandit entouré de montagnes et de silence. Très jeune, il tomba amoureux du ski et de la vitesse. Pour lui, le ski n'était pas un sport, mais une façon de ressentir la vie, là où le contrôle et le chaos ne font plus qu'un. Au cours des années 2000, il acquit une réputation mondiale grâce à ses descentes spectaculaires depuis des sommets de plus de 8000 mètres, notamment le Shishapangma au Tibet et le Gasherbrum 2 au Pakistan. Il disait souvent « Je ne cherche pas la mort, je cherche la limite de la vie ». Mais le K2 était une autre histoire.
Ses pentes abruptes, ses vents violents et sa météo imprévisible en faisaient la montagne la plus meurtrière du monde. Et pourtant, c'est précisément ce qui fascinait Frédéric. En 2009, il entreprit une première expédition au K2E avec l'alpiniste autrichienne Gerline Kaltenbrunner et le photographe Trey Cook, afin d'étudier la meilleure ligne possible pour une descente à ski. Mais au cours de cette expédition, le destin frappa déjà son ami Michael Fay, avec qui il avait descendu le Gasherbrum 2, chuta mortellement lors d'une descente d'essai à 6800 mètres d'altitude. Pour Frédéric, ce fut un choc, mais aussi une promesse. « Je réaliserai notre rêve, pour nous deux », confia-t-il. L'été 2010, il revint sur le K2 avec Kaltenbrunner et Cook. Le 6 août, ils atteignirent le camp 4, situé à environ 8000 mètres. Le temps était mauvais. Neige, brouillard, vent glacial. Mais la météo annonçait une accalmie au lever du jour. Frédéric prit sa décision, gravir le sommet et redescendre à ski le même jour. Tôt le matin, ils s'engagèrent dans le redouté Bottleneck, ce couloir étroit dominé par d'immenses blocs de glace suspendus. Vers 7 heures, Kaltenbrunner s'arrêta. Elle sentit que la montagne devenait trop dangereuse et décida de faire demi-tour. Frédéric, les skis fixés à son sac à dos, continua seul. Il venait de planter un piton dans la glace pour s'assurer quand une pierre se détacha au-dessus de lui. Elle le frappa de plein fouet. Frédéric perdit l'équilibre et tomba, une chute interminable dans le vide blanc du K2. Kaltenbrunner hurla son nom, impuissante, tandis qu'il disparaissait dans le brouillard. Son corps fut retrouvé plus tard, près de 1000 mètres plus bas, entre des blocs de glace brisés. Son sac était encore attaché à son dos, avec les skis qu'il n'avait jamais pu utiliser. Dévasté, Kaltenbrunner mit fin à l'ascension. Dans son journal, elle écrivit « Frédéric n'est pas mort par imprudence. Il est mort parce qu'il croyait en l'impossible, et c'est ce qui le rendait grand. » La mort de Frédéric Eriksson mit fin non seulement à un rêve, mais aussi à l'idée même de skier intégralement depuis le sommet du K2. Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre alpiniste n'a osé retenter cet exploit. Pour ses amis et ses proches, Frédéric restera à jamais le symbole du courage pur, un homme prêt à poursuivre la liberté jusqu'à ses dernières limites, même si cela signifiait tomber dans l'abîme. Et lorsque le vent souffle sur les pentes du K2, certains disent qu'on peut encore entendre un sifflement, comme le son lointain de ski glissant sur la neige éternelle. Être-ce Frédéric, continuant de voler, là-haut, là où il a toujours rêvé d'être libre. Mohamed Hassan, la mort qui a ébranlé le monde de l'alpinisme que son Sipsam. Le 27 juillet 2023, le monde de l'alpinisme fut bouleversé par une scène d'une cruauté insoutenable. Sur le Bottleneck, la section la plus dangereuse du K2, où des blocs de glace suspendus menaçaient à chaque instant de s'effondrer, un homme gisait dans la neige, blessé, à bout de souffle, luttant contre un froid de 30 degrés Celsius. Son nom était Mohamed Hassan, 27 ans, père de 3 enfants. Des dizaines d'alpinistes passèrent près de lui, des dizaines le virent agoniser. Personne ne s'arrêta. Mohamed Hassan n'était pas un héros célèbre, ni un athlète professionnel. Il était porteur, l'un de ces travailleurs pakistanais qui portent les équipements et fixent les cordes pour les expéditions étrangères. Il venait du petit village de Tizar, au pied de la chaîne du Karakoram. Pour lui, gravir le K2 n'était pas un rêve, mais une nécessité, une façon de nourrir sa famille. Son salaire pour cette expédition s'élevait à 250 000 roupies pakistanaises, soit moins de 900 $, qu'il comptait envoyer à sa femme et à ses 3 enfants. Ce matin-là, l'expédition de Lila Peak Expedition, pour laquelle il travaillait, s'engagea dans la zone de mort, au-dessus de 8000 mètres. Hassan avait pour tâche de fixer les cordes de sécurité pour les clients. Mais il n'avait qu'un vêtement léger, une vieille bouteille d'oxygène et des gants usés. Les Sherpas lui dirent à plusieurs reprises de redescendre. Il refusa. « Je vais bien », aurait-il répondu. « J'ai besoin de cet argent. Je dois continuer. » Vers 2h30 du matin, une petite avalanche frappa la paroi. Hassan fut emporté et blessé, sa masque à oxygène brisée. Dans cette zone où l'air est trop mince pour respirer, cela équivalait à une condamnation à mort. Ses compagnons le hissèrent sur la voie, mais il était en état d'hypothermie, incapable de se relever. Une vidéo filmée par d'autres alpinistes montre Hassan recroquevillé sur la glace, haletant, implorant de l'aide. Mais personne ne resta. Environ 50 alpinistes passèrent devant lui cette nuit-là.
La plupart continuaient vers le sommet, à quelques heures de marche seulement. Certains dirent plus tard, à cette altitude, on ne peut sauver personne. Chacun lutte pour sa propre survie. Cynthia, mais d'autres y virent un échec moral, la preuve que la gloire était devenue plus importante que la vie humaine. Les images filmées par drone montrèrent qu'Hassan bougeait encore plus de 3 heures après sa chute. Puis il cessa de respirer. Son corps resta là, figé dans la glace du bottleneck, là même où il avait travaillé pour permettre à d'autres d'atteindre leurs rêves. Lorsque la nouvelle se répandit, une vague d'indignation secoua la communauté internationale. Comment un homme pouvait-il mourir ainsi, seul, entouré de tant d'autres? Les journaux parlèrent du effondrement moral de l'alpinisme moderne. Le gouvernement pakistanais ouvrit une enquête. Plusieurs agences furent accusées d'avoir envoyé des porteurs sans équipement adéquat ni assurance. De nombreux alpinistes, présents ce jour-là, reconnurent plus tard être hantés par les images de cet homme laissé à son sort. Dans une interview télévisée, sa femme déclara en larmes « Il n'est pas mort pour un record, il est mort pour nourrir ses enfants ». Le corps de Mohammad Hassan repose toujours à 8200 mètres d'altitude, prisonnier de la glace éternelle du K2. Ceux qui gravissent aujourd'hui le bottleneck disent parfois apercevoir un fragment de sa veste rouge dans la neige, un symbole silencieux du prix de l'ambition humaine. Le K2 n'a jamais eu de pitié, mais la mort de Mohammad Hassan força le monde entier à se poser une question. Quelle est la valeur d'un sommet si, pour l'atteindre, on doit renoncer à son humanité? Juan Pablo Moir, John Snorri et Ali Sadpara, les 3 disparus du K2 en hiver 2021. L'hiver sur le K2 n'est semblable à aucun autre endroit sur Terre. Là-haut, le vent hurle à plus de 150 km/h, la température chute sous les 60 degrés Celsius et la lumière disparaît pendant des jours entiers. Tout devient silence, glace et ombre. Dans cet univers figé, 3 hommes, Juan Pablo Moir, John Snorri Sigurjonsson et Muhammad Ali Sadpara, ont marché vers l'histoire avant de disparaître à jamais dans le souffle glacé du K2. Juan Pablo Moir était le visage du courage chilien. Alpiniste et humaniste, il avait gravi l'Everest et le Lhotse en une seule semaine, sans oxygène. Pour lui, les montagnes n'étaient pas un lieu de conquête, mais un espace pour comprendre la fragilité humaine. John Snorri, originaire d'Islande, incarnait la ténacité et la foi tranquille. Il disait souvent « Si nous cessons de poursuivre nos rêves, nous sommes déjà morts, avant même de tomber ». Ali Sadpara, fils de la vallée de Skardu, était quant à lui une légende nationale au Pakistan. Le premier à avoir atteint le sommet du Nanga Parbat en hiver, en 2006. 3 hommes, 3 cultures, 3 langues, mais un seul rêve, devenir les premiers à gravir le K2 en hiver sans oxygène. Le 4 février 2020 et 1, ils quittèrent le camp 3 à environ 7000 mètres pour rejoindre le camp 4, dernière étape avant le sommet. Avec eux se trouvait Sajid Sadpara, le fils de 20 et 1 an d'Ali. Mais, près du bottleneck, le régulateur d'oxygène de Sajid tomba en panne. Son père le regarda, épuisé mais déterminé, et lui dit calmement « Redescends, mon fils. Ne t'arrête pas à cause de moi. » Ce furent leurs dernières paroles. Juan, John et Ali continuèrent seuls dans la nuit noire. Le vent sifflait, glaçant chaque souffle. Vers 8200 mètres, les dernières coordonnées GPS furent enregistrées au petit matin du 5 février, à seulement quelques centaines de mètres du sommet. Puis, plus rien. Aucun signal radio, aucun mouvement. Le silence total du K2. 2 jours plus tard, l'armée pakistanaise lança une mission de recherche aérienne. Mais les vents violents et les nuages bloquaient toute tentative. Depuis le camp de base, Sajid observait la montagne, immobile. « Je sais qu'ils ne reviendront pas, dit-il. Mais j'attends, parce que c'est mon père. » 10 jours plus tard, la recherche fut officiellement interrompue. Les 3 hommes furent déclarés disparus, présumés morts. Le monde de l'alpinisme s'arrêta un instant. Des hommages affluèrent de partout. On ne pleurait pas seulement leur perte, on célébrait leur courage inhumain. 5 mois passèrent. En juillet 2020 et 1, une équipe de Sherpas de Madison Mountaineering retrouva 3 corps pris dans la glace, au-dessus du camp 4. Grâce aux vêtements et à l'équipement, ils furent identifiés. John Snorri, Ali Sadpara et Juan Pablo Moir. John semblait s'être emmêlé dans une corde, être lors d'une chute. Ali était tout près, comme s'il avait tenté de l'aider. Juan reposait un peu plus bas, assis,
la tête appuyée contre la glace, comme s'il s'était endormi paisiblement là où il se sentait le plus vivant. Lorsque Sajid vit les images, il ne put retenir ses larmes. « Mon père n'est pas mort parce qu'il a échoué, dit-il. Il est mort parce qu'il a osé aller là où aucun homme ne va. » Leur histoire dépasse la tragédie. C'est un hymne à la liberté humaine, à ceux qui comprennent que le courage n'a de sens que face à l'impossible. Ils n'étaient pas venus au K2 pour la gloire, mais pour toucher le rêve, pour se confronter à la vérité de la vie. Aujourd'hui encore, quand le vent siffle sur les flancs de glace du K2, certains affirment entendre 3 voix se mêler dans la tempête, celle de Wan, John et Ali, 3 âmes éternelles, restées là, haut pour toujours, sur la montagne qu'ils aimaient plus que tout. K2, symbole de beauté, de cruauté du désir humain. Le K2, montagne du vent, de la glace et du silence, se dresse toujours là, fier et impassible, à la frontière entre la terre et le ciel. Depuis près d'un siècle, les hommes cherchent à atteindre son sommet, à prouver leur courage, leur foi et leur soif d'absolu. Mais le K2 n'est pas une montagne que l'on conquiert. Il est beau à en mourir, et cruel comme la vérité. Il fascine autant qu'il détruit. Depuis les premières expéditions du XXe siècle, où Dudley Wolfe périt dans la tempête de 1939 jusqu'à Tadeusz Piotrowski, tombé sur la redoutable Polish Line en 1986, depuis Fredrik Eriksson, le skieur suédois emporté par le vide en 2010, jusqu'à Mohammad Hassan, le porteur pakistanais abandonné dans la glace en 2023, tous, qu'ils soient riches ou pauvres, célèbres ou anonymes, ont partagé le même destin. Ils se sont approchés trop près de la beauté absolue et ont dû en payer le prix. Le K2 ne tue pas par haine, il juge. Il oblige chacun à se confronter à lui-même, à ses peurs, à son orgueil, à ses limites. Quiconque entre dans la zone de mort sait qu'il pourrait ne jamais redescendre. Et pourtant, ils avancent, pas après pas, parce qu'au milieu du froid et du vide, ils trouvent ce que la vie d'en bas ne leur donnera jamais, la sensation d'exister pleinement. C'est peu, être ce paradoxe, entre vie et mort, entre désir et destruction, qui fait du K2 un symbole éternel. À 8611 mètres, l'homme n'est plus conquérant, il devient partie du monde, minuscule et vulnérable, mais encore debout. Chaque souffle est une victoire, chaque pas une confession silencieuse de courage. On dit que l'Everest est la montagne de la gloire, mais le K2, lui, est la montagne de l'âme. Ici, point de projecteur, point de triomphe, seulement la neige, le vent et les histoires que le temps murmure encore. Et ces histoires, celles de Juan Pablo Mor, John Snorri, Ali Sadpara, Hassan, Eriksson, Piotrowski et tant d'autres, ont transformé le K2 en un lieu où la beauté et la mort ne font plus qu'un. Aujourd'hui encore, quand le vent glacial traverse ses pentes, certains disent qu'on peut entendre des voix, celles de ceux qui ne sont jamais redescendus. Ils ne sont pas partis, ils sont devenus la montagne elle-même. Et si l'on écoute assez longtemps, on entend peu, être un murmure. N'aie pas peur, avance, trouve ce qui te fait sentir vivant. C'est pour cela que, malgré sa cruauté, les hommes reviennent toujours vers le K2, parce qu'au fond de la peur, dans le prix du sacrifice et la folie du rêve, demeure quelque chose de plus fort que la mort, le désir éternel de toucher la limite de soi-même.